C'est qui, c'est quoi la communauté internationale? Elle n'existe pas. Il est diplomate et ancien ministre des Affaires étrangères. Il est considéré comme l'une des grandes mémoires de la diplomatie française. Hubert Védrine n'est plus aux affaires, même si on dit qu'il a encore l'oreille des présidents. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont le dictionnaire amoureux de la géopolitique, Hubert Védrine livre à tel quel son point de vue sur les enjeux mondiaux actuels et sur la relation Maroc-France. Hubert Védrine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Hubert Védrine, vous avez passé 19 ans au sommet de l'État. Vous avez été conseiller diplomatique, porte-parole puis secrétaire général à l'Élysée aux côtés de François Mitterrand. Et vous avez été ministre des Affaires étrangères de la cohabitation Chirac-Jospin. Vous dites, Hubert Védrine, je vous cite, « J'ai passé 20 ans au pouvoir, pas en politique ». Pourquoi vous insistez sur la nuance entre les deux mots ? Parce que c'est tout à fait différent. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie dans la politique, mais qui ne sont jamais au gouvernement. Et quand vous êtes dans un gouvernement ou dans ce genre de poste, il faut prendre des décisions, pas prendre des positions. Dans la politique, on prend des positions et puis on s'injurie entre positions antagonistes. Quand vous êtes dans le pouvoir, vous êtes une machine à décision. C'est pas la même chose. Et d'autre part, je ne suis pas arrivé là après un parcours politique, élections, les partis, les congrès, mais parce que François Mitterrand m'a fait venir à l'Élysée alors que j'avais 34 ans. C'est que j'ai passé ma vie dans le pouvoir et dans le monde réel. Donc ça oriente mon analyse des choses, d'autant que j'ai connu les 3 cohabitations en France. Donc ce que je dis n'a aucun caractère politique partisan. Politique, disons, au plus haut niveau, la politique du pays. Voilà la distinction entre les deux. D'ailleurs, vous avez bien pris le soin tout au long de votre carrière de vous tenir loin de tout ce qui est politique, ou en tout cas, on n'a jamais su vous qualifier si vous étiez de gauche ou de droite, en fait. Non, Hubert Védrine. J'étais fabriqué par Mitterrand, je suis mitterrandien d'origine. Voilà. Mais j'ai connu le Mitterrand de 80 et aussi le Mitterrand de 88, la France unie. Donc je suis culturellement de gauche, bien sûr. Mais après, la gauche, c'est quoi? C'est qui aujourd'hui? C'est éclaté entre tellement de tendances, la droite aussi. Et de toute façon, dans les matières internationales sur lesquelles je parle, j'ai mon avis sur les autres. Mais en général, je ne parle pas sur les autres sujets. Les gens de gauche ne sont pas d'accord entre eux, les gens de droite non plus. Donc il n'y a pas un clivage droite-gauche automatique, mécanique, schématique sur les questions internationales. Et moi, j'essaie de dire, à partir de mon expérience très longue, voilà mon analyse, et voilà ce qu'on peut faire, à mon avis. Vous voyez, donc c'est pas une approche partisane. Un œil sur le monde à présent, Hubert Védrine, si vous voulez bien. Le Proche-Orient à feu et à sang. La guerre Russie-Ukraine qui donne du fil à retordre à l'Europe. Il y a aussi l'insécurité galopante en Afrique de l'Ouest. Et puis tant d'autres conflits qui ne font hélas pas toujours la une des médias. Et face à ce chaos, Hubert Védrine, eh bien une communauté internationale qui peine à faire entendre sa voix. C'est qui, c'est quoi la communauté internationale ? Elle n'existe pas. Je ne sais même pas pourquoi vous employez le terme. C'est qui? Moi, je ne me sens pas en communauté avec les islamistes ou avec Poutine. Hein. Donc c'est un mot abusif. D'ailleurs, en général, c'est un mot des Occidentaux qui déguise le fait que le monde était gouverné par les Occidentaux en appelant ça communauté internationale. Ou alors c'est un terme employé par des peuples désespérés et qui font appel à la communauté internationale, comme on faisait appel autrefois à la providence. Mais en fait, c'est un mauvais terme. D'ailleurs, dans ce domaine international où il faudrait être très rationnel, il y a énormément de mots creux. On parle des Nations Unies, elles ne sont pas unies, vous voyez, c'est un exemple. Le mot Europe désigne 10 choses différentes. Bon, alors cela dit, parce qu'on ne va pas y revenir après, le vrai problème du monde, c'est la question écologique. Avant la géopolitique, avant les guerres. Donc c'est le compte à rebours, la course de vitesse entre la dégradation des conditions de vie sur la planète et l'écologisation nécessaire de tout. Bon, ça, vous dites d'ailleurs que l'enjeu ne sera pas de sauver le monde, mais de sauver la vie, de sauver les vies. Oui, on dit sauver la planète, mais si sur la planète, il n'y a plus d'êtres humains, et uniquement des insectes, ça veut dire qu'on a raté, vous voyez. Bon, alors, en géopolitique, ce qui domine, avant de venir au conflit précis, c'est que les Occidentaux restent les plus puissants, notamment les États-Unis, mais n'ont plus le monopole de la puissance. Donc il y a la Chine, il y a le Sud, etc. Ça, c'est fondamental. Les Américains le refusent, ça. Ils disent non, c'est toujours nous les numéros 1. Les Européens, ils ne savent pas, parce qu'ils ont été très naïfs, très idéalistes depuis 20 ou 30 ans. Ils ont cru précisément dans la communauté internationale et les valeurs, etc. etc. Donc c'est un moment assez difficile à vivre, notamment pour les Européens. Alors après, quand on prend l'Ukraine ou le Proche-Orient, on peut se dire
qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs scénarios possibles dans chaque cas. Et il est rare que ça dépende de l'Europe, parce que les Européens ne sont pas tout à fait unis là-dessus. Et ils n'ont pas de levier. D'ailleurs, l'Europe n'est pas une construction géopolitique à l'origine. Les Européens, après la guerre, ont demandé aux États-Unis de les protéger. Ça n'a pas changé. Alors, c'est une réussite économique énorme, mais pas géopolitique. Donc, dans le tableau général, il ne faut pas trop se demander que fait l'Europe. On peut dire que va faire la France ou l'Allemagne ou la Grande-Bretagne ou l'Italie, vous voyez. Donc voilà l'état du monde en 1 minute et demie, c'est un peu rude, mais... Vous me tendez en tout cas la perche pour qu'on parle des États-Unis. Donald Trump, hein, qui a remporté les présidentielles américaines, et tout au long de sa campagne, Hubert Védrine, eh bien, il a promis qu'il allait régler le conflit russo-ukrainien en 24 heures. Il a aussi promis de mettre fin à la guerre à Gaza. Est-ce que vous pensez qu'il réussira là où les autres ont échoué? Et comment qualifier sa diplomatie à lui, celle de Donald Trump? Bon, on ne la connaît pas encore. Non, mais on peut... Il a été aux commandes, on peut regarder. déjà. Oui, mais ça va être assez différent. En tout cas, l'élection de Trump traduit un mouvement de fond. Hein. Il n'y a pas uniquement le fait que c'est un candidat très redoutable et que Mme Harris, qui est très bien, n'était pas prête. Il y a des raisons de fond. On voit bien qu'il y a un vote populaire américain pour donner un coup d'arrêt à la mondialisation exagérée et un coup d'arrêt au progressisme américain, qui a fini par faire basculer, par exemple, l'électorat latino. Ils ont voté Trump très largement, enfin disons la moitié. Bon, il y a un phénomène de fond qui va se répercuter sur l'ensemble des forces progressistes dans le monde, au Canada, en Europe et ailleurs, qui vont être obligés de repenser le rapport entre les minorités radicalisées et la majorité. Parce que si on est trop loin de la majorité des gens dans les démocraties, ça ne marche pas. Bon, ça c'est le cadre général. Après, sur l'Ukraine, Trump peut dire à Zelensky, il veut arrêter les guerres, il ne veut pas faire la guerre. Donc il n'est pas comme les démocrates qui veulent répandre les valeurs universelles à coups de bombardement. Il n'est pas du tout pour l'ingérence. Et donc il n'est pas pour les guerres. C'est plutôt une bonne nouvelle alors pour les équilibres mondiaux, a priori. Ça peut être une bonne nouvelle, ça dépend comment c'est géré en fait. En tout cas, il n'y a pas l'interventionnisme américain. Il n'est pas démocrate, il n'est pas néocon là-dessus. Donc d'ailleurs il disait que dans son premier mandat, il n'y a pas eu de guerre. Ils s'en vantent beaucoup. Alors comment il peut faire pour arrêter? Sur l'Ukraine, il peut dire à Zelensky, il n'y a plus d'argent et tu n'auras plus d'armes, etc., etc. Bon, les Européens vont hurler à un nouveau Munich, mais ils ne peuvent pas remplacer l'Amérique. Donc il peut en effet geler la guerre. Mais, même du point de vue de Trump, qui veut que l'Amérique reste numéro 1, Make America Great Again, hein, America First, c'est ce que pensent les Américains. Il est obligé de dissuader Poutine. Parce que s'il n'arrive pas à dire en même temps à Poutine, maintenant tu n'attaques plus, sinon je t'écrabouille, s'il n'arrive pas à dire ça, il n'a aucun écho sur la Chine. Alors la Chine est en train de regarder comment va se terminer l'affaire en Ukraine. Ils vont en tirer des leçons sur Taïwan. Donc même Trump, il ne peut pas simplement laisser tomber l'Ukraine. Voilà mon raisonnement, mais je n'ai pas d'informations. Hein. C'est une sorte de réflexion. Et on le verra dans les prochaines semaines. Et par rapport au conflit à Gaza, qu'est-ce qu'il pourrait faire, Donald Trump? Est-ce que ça va se dégrader davantage ou est-ce que cette guerre va s'arrêter dans quelques semaines, comme il l'a promis? Les guerres ne s'arrêteront que quand il y aura un État palestinien. Ça, c'est le cancer de base. Comme il n'y en a pas, vous avez des métastases. Donc il peut y avoir des arrêts relatifs, des cessez-le-feu, etc., comme on le voit au Liban, puisque Israël a en gros détruit les installations militaires du Hezbollah. Mais donc, il y a la vraie question. Moi, je suis fidèle au discours de Mitterrand en 82, à la Knesset, qui avait été le premier grand chef d'État à parler d'un État palestinien, bon, qui n'a pas existé depuis. Alors, Trump, il est à fond pro-israélien, à fond pro-Netanyahou, comme l'Amérique, à part une toute petite frange de gens, notamment dans les campus, mais c'est très limité électoralement. Ça ne compte pas. Mais je ne crois pas qu'il soit... disons, il est aussi transactionnel. Donc je ne pense pas qu'il soit... c'est pas une mystique, le soutien à Israël, à mon avis. Il regarde le vote évangéliste aux États-Unis, qui est très, très, très pro-Likoud, on va dire, mais il a besoin de l'Arabie. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? J'en sais rien, mais il va essayer de relancer les accords d'Abraham, qui avaient été imaginés pour éliminer la question palestinienne. Et Netanyahou croyait avoir gagné. Avant le 7 octobre. Ils pensaient avoir gagné, il n'y a plus de questions palestiniennes. Bon, là, ils ne peuvent pas recommencer comme ça. Donc, la question que je pose aujourd'hui, mais je n'en sais rien encore une fois, c'est que va faire l'Arabie? Si l'Arabie accepte de revenir
dans les accords d'Abraham, sans rien demander pour les Palestiniens, la question palestinienne est oubliée. Terminée, il y a juste même pas d'autonomie relative, etc., etc. Mais en termes politiques, ils n'ont plus aucun espoir, en fait. En revanche, si l'Arabie dit « je peux revenir dans les accords d'Abraham », à condition qu'il y ait un État palestinien, enfin en tout cas une autorité palestinienne. C'est ce que dit MBS, ça, maintenant. Mohamed Ben Salman. Tout l'enjeu aussi, Hubert Védrine, c'est de se demander si l'Arabie saoudite a les moyens de cette ambition. On verra. Aussi. Mais il n'y a pas que les moyens. Est-ce qu'elle peut se permettre de rien demander pour les Palestiniens? Est-ce que c'est pas trop dangereux pour eux? Alors, s'ils pensent que c'est trop dangereux pour eux, MBS dira à Trump « je veux bien recommencer la normalisation », mais il faut une autorité palestinienne. Or, Netanyahou a consacré sa vie à faire l'inverse de Rabin, Peres, Olmert, Barak et Sharon. Donc il s'est engagé en disant qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Donc on verra dans les mois qui viennent que fait l'Arabie. Jamais l'Arabie n'a eu un rôle aussi grand. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Simplement, je dis aux gens qui nous écoutent qu'il y a deux options. Parlons à présent, Hubert Védrine, si vous voulez bien, sur la posture de l'Europe face à ce conflit au Proche-Orient. Jeudi dernier, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre Benyamin Netanyahou et son ex-ministre de Défense Yoav Gallant. La France, votre pays, Hubert Védrine, a dit vouloir appliquer ses obligations au titre du droit international, mais a évoqué de possibles questions d'immunité pour certains dirigeants. Une posture qui contraste, on le sait, avec ce qu'a affirmé le Royaume-Uni et l'Italie, qui ont été beaucoup plus clairs sur ce dossier. La directrice France du Human Rights Watch, Bénédicte Jeanne Rode, a déclaré que la position française, je la cite, est profondément choquante. Est-ce qu'elle vous a choqué aussi, Hubert Védrine? Alors, quand on avait négocié le statut de la Cour pénale, j'étais ministre. Donc c'est moi qui ai signé à la fin. Mais j'avais mis en garde contre les illusions. Si on attend trop de la justice internationale, il y aura des déceptions cruelles. Et je m'étais fait attaquer parce que j'avais dit ça. C'est comme les Nations Unies. Si on croit qu'ils vont faire des miracles, on est déçu. Et donc ça ne m'étonne pas que ça fasse éclater les contradictions. Parce que dans l'idée de la Cour pénale à l'origine, c'est une idée occidentale. Les Occidentaux n'ont jamais imaginé que ça les mettrait devant des contradictions. Alors là, ils sont en pleine contradiction. Et ce qu'a dit le ministre français, c'est ce que pensent tous les Occidentaux, en réalité. Donc aucun pays occidental ne va jamais arrêter Netanyahou, ni le ministre de la Défense, qui était d'ailleurs en désaccord avec Netanyahou. Donc la Cour aurait dû distinguer entre les deux. Parce que le ministre de la Défense, il disait depuis 6 mois, on a atteint les objectifs militaires, on peut s'arrêter, on peut faire une trêve pour essayer de sauver les derniers otages. Donc un désaccord entre les... Bref, ce que je dis, ça fait exploser, mais ça ne m'étonne pas, les contradictions gigantesques des pays occidentaux qui ont signé la charte, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, qui n'ont pas signé la Cour pénale, ni Israël, de la discussion juridique qui va redémarrer. Bref, le résultat, c'est qu'il n'y aura pas de conséquences pratiques, mais symboliquement, ça montre que dans les 3/4 du monde, mais même en Occident, il y a des gens qui commencent à dire que Israël a naturellement le droit à sa sécurité et ne peut pas faire n'importe quoi. C'est une distinction très importante. En Occident, les gens soutiennent Israël, en général. Mais les gens vont comprendre que soutenir Israël et soutenir Netanyahou, c'est deux choses différentes. Donc même si la décision de la Cour pénale n'est pas mise en œuvre, elle ne le sera pas en fait, par personne, c'est le début d'une évolution qui peut avoir des conséquences en Israël. Réveiller le camp de la paix, réveiller les gens qui sont prêts à accepter un compromis territorial. Donc à mes yeux, il peut y avoir un effet indirect assez positif, indépendamment des micro-polémiques sur les déclarations maintenant. Là. Alors, on va parler à présent de la France et sa relation avec le continent africain. On vient de l'apprendre, Hubert Védrine, le Tchad a décidé de rompre ses accords de défense avec la France. Le Sénégal aussi ne veut plus des bases militaires françaises sur son sol. Par ailleurs, et on le sait depuis un petit moment, que la France a aussi de sérieuses difficultés en Algérie, mais aussi en Afrique de l'Ouest, comme je viens de l'évoquer. Comment pourriez-vous qualifier la diplomatie française ces dernières années sur le continent ? C'est pas une question de diplomatie, c'est une question de politique. Mais je vais peut-être heurter certaines personnes, mais je pense qu'après les indépendances, la France est le pays qui s'est le mieux comporté, globalement.
Si vous regardez à la situation laissée par les Belges, Congo, Rwanda, Burundi, par les Portugais, Angola, Mozambique, par les Anglais, Biafra, etc., la France est restée très disponible à la demande de gens comme Senghor et Houphouët-Boigny pendant très très longtemps, en fait, et n'est restée qu'à la demande des gouvernements africains. Il y a zéro impérialisme français parce que ça n'a attiré à la France que des ennuis, en réalité. Bon, alors en plus, la France-Afrique a disparu depuis très longtemps parce que les Français ne connaissent plus bien l'Afrique et les Africains connaissent assez bien la France parce qu'ils connaissent bien les mécanismes de décision à Paris, Bruxelles, etc. Et donc ça, c'est l'histoire du passé. Alors la France était restée à la demande des gouvernements dans 3 ou 4 pays du Sahel très pauvres, très difficiles à gérer. La France était appelée à l'aide au Mali, à la demande du gouvernement malien, et des pays voisins, et du Conseil de sécurité. C'est pas du tout une lubie française, hein. Donc elle est restée pour ça. Mais la France seule ne pouvait évidemment pas sécuriser le Sahel, qui est grand comme l'Europe. Et comme l'Union africaine, qui annonce une force d'interposition africaine, l'annonce depuis 15 ans, mais qu'elle n'existe pas, donc la France seule ne peut pas, ce qui fait que si des gouvernements, par ailleurs assez mauvais, ont besoin d'un bouc émissaire occidental, c'est l'ambiance dans le Sud, vous voyez, le fameux Sud global, rhétorique anti-occidentale. Oui, quel est l'occidental dans la région? C'est le français. Donc il y a un phénomène de bouc émissaire dans 4 pays, 4 ou 5 pays sur 50. Et je peux vous dire que la France est très bien accueillie, à peu près partout en Afrique, et il n'y a aucune raison qu'en 2024 et après, la présence française ne soit que militaire. Donc c'est la fin d'un épisode, à mon avis, honorable, à la demande des gouvernements africains. Il n'y a aucune raison que la France soit vexée, humiliée, etc. C'est un autre sujet. Et on va changer de chapitre. Et les relations économiques, technologiques, écologiques, commerciales, culturelles, dans tout le reste de l'Afrique se portent plutôt bien. La France est plutôt bien demandée dans tous les autres pays. Donc je suggère, moi, de décaler le regard en ne regardant pas uniquement 4-5 pays du Sahel, dont l'avenir est d'ailleurs difficile parce que c'est des pays très très pauvres, très, très durs à gérer. Et j'espère pour eux qu'ils ne vont pas trop se mettre dans la dépendance de la Russie, parce qu'ils ont commencé à faire, pas le Tchad, hein, mais les autres, parce qu'ils vont nous supplier dans quelques années de revenir les aider. Ils ne demanderont pas uniquement à la France, mais au Maroc peut-être aussi, à d'autres pays. Aidez-nous à nous libérer des liens russes. Ça, c'est pour dans 10 ans. Donc, je relativise beaucoup la question. Voilà. Parlons du Maroc, justement. Hubert Védrine, depuis qu'il a réintégré l'Union africaine en 2017, eh bien, le Maroc semble déterminé à jouer un rôle important dans le désenclavement de la région du Sahel. Quelle lecture faites-vous de son engagement jusque-là? Et qu'est-ce qui différencie le Maroc des autres acteurs en présence dans cette région? Alors, on dit que l'Afrique, c'est l'avenir, l'humanité, mais personne ne raisonne Afrique globalement, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'unité globale et il n'y a aucun pays dans le monde qui a une politique globalement africaine. Il y a plein de pays qui ont une politique en Afrique, toutes les puissances, mais même les puissances africaines. Le Maroc a une politique en Afrique, l'Algérie aussi, l'Afrique du Sud, etc., etc. Donc c'est évident pour tout le monde maintenant que le Maroc, sous la direction de Mohamed VI, a une très bonne politique africaine, hein, et que maintenant il y a une influence marocaine assez considérable qui a permis au Maroc de rejouer pleinement son rôle dans l'Union africaine. Bon, ça c'est un élément tout à fait positif. Alors après, pour le Maroc, c'est comme pour les autres, tout va pas bien marcher en Afrique. Il y a des pays qui vont se développer très bien, d'autres pas. Bon, mais je trouve la politique marocaine très réussie. Et tout le monde s'en rend compte maintenant. Et moi, je me réjouis qu'après une période de tension et de malentendus, la relation franco-marocaine soit relancée de façon spectaculaire. Ça n'aurait pas eu lieu si le Maroc n'avait pas aussi bien réussi dans sa politique générale. Et alors, le Maroc a plein de partenaires. Il n'y a pas que la France. La France a plein de partenaires. Il n'y a pas que le Maroc. Et on voit bien que les deux pays sont en train de se redécouvrir. En tout cas, je ne raisonne pas en termes d'avenir de l'Afrique globalement. Je pense qu'il faut distinguer, même pas par région. On ne peut pas dire, par exemple, le sud de l'Afrique. Il n'y a aucun rapport entre l'Afrique du Sud, la Namibie, la Zambie. Il faut raisonner pays par pays pour faire une analyse aussi bien politique que économique pour les gens qui veulent investir. Mais il y a des choses énormes qui vont se passer en Afrique, et puis il y a des pays qui vont tourner en rond et qui n'y arriveront jamais. Il y a les deux. C'est comme en Asie ou en Amérique latine. Concernant les intérêts propres du Maroc à présent, Hubert Védrine, un extrait du discours royal du 20 août 2022. Le souverain
avait déclaré dans ce discours, j'ouvre les guillemets, le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi, je continue à citer, clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit. Fin de citation. Nous parlons ici, Hubert Védrine, d'un discours royal prononcé le 20 août 2022. Pourquoi la France a autant tardé à se positionner? Parce que d'abord, la France a été en première ligne avant, il ne faudrait pas l'oublier, et la France a protégé le Maroc pendant très très longtemps, depuis la Marche verte jusqu'à la période récente, au Conseil de sécurité. Chaque fois qu'il y a eu des attaques dans le système, disons, onusien multilatéral, la France a mis en avant des arguments raisonnables, pas passionnels, des trucs réfléchis, en disant que les propositions marocaine, le plan marocain était une très bonne base, une base sérieuse, pas la seule base. Donc il y avait une différence parce que la France est un pays global qui a une politique mondiale et qui ne peut pas tenir compte que du Maroc. Même si on redécouvre le caractère exceptionnel, je suis bien placé pour le dire, ça, exceptionnel de la relation avec le Maroc. Donc la position française avant était déjà amicale. Il ne faut pas reconstruire l'histoire là-dessus. Elle était amicale et utile. Mais le temps passe. Et le monde entier voit que la réalité au Sahara occidental, c'est le Maroc, que le pays se développe. En réalité, disons les choses, personne n'a envie qu'il y ait un État prétendument indépendant au Sahara occidental qui serait influencé par on ne sait pas qui. Donc il y a eu une évolution réaliste. Et donc à un moment donné, le président Macron, il a eu raison. Il a dit, il ne suffit pas de dire le plan marocain est une bonne base, mais c'est la base. Donc il a rejoint la position américaine, espagnole, allemande, et je m'en réjouis. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas rappeler que la France était quand même un soutien amical et utile pendant 30 ans, avant. Vous voyez, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. En tout cas, moi je me réjouis beaucoup de cette évolution sémantique et politique, parce que il me semble que ça ouvre de nouvelles perspectives formidables. Est-ce que vous avez joué un rôle dans cette réconciliation, Hubert Védrine? Non, moi j'ai aucun rôle, je suis totalement libre et indépendant, j'ai été au pouvoir pendant 20 ans, et je ne veux pas me remettre dans la marmite aux sorcières de la décision politique. Vous en êtes vraisemblablement même pas nostalgique. Oui, mais je peux parler, je peux donner des idées. Oui. J'ai continué à parler avec tous les présidents depuis 20 ans, tous les ministres, donc je peux donner des idées, je peux parler ici, au Maroc et ailleurs. Donc j'ai des idées sur ce qu'il faut faire, mais je ne suis pas un conseiller de l'ombre ni un décideur officieux. Il y a des gens en poste, c'est des jobs très durs. Dans les démocraties modernes, c'est devenu même infernal, mais je suis toujours prêt à donner mes idées. Et dans l'immédiat, je suis très impatient que le fameux partenariat d'exception qu'on a reproclamé France-Maroc, qui est vrai en plus historiquement, c'est quand même une histoire tout à fait particulière. Même la colonisation et la décolonisation, et après, c'est quand même une histoire unique. Hein. Donc je suis très heureux qu'on le reproclame. Hein. Et moi j'attends que ça se concrétise. Le fameux partenariat d'exception qui, si on écoute ce qui s'est dit de la part du roi et du président pendant la visite, offre des perspectives pour des années, dans des domaines d'avenir. Donc je suis très heureux qu'on se rencontre dans ce contexte-là, plutôt qu'en période de tension. C'est beaucoup mieux. Oui, absolument. Une question un peu plus personnelle pour vous, Hubert Védrine, avant de conclure notre échange. Vous avez un lien particulier avec le Maroc. Votre père, Jean Védrine, est l'un des premiers Français à avoir été décoré du Wissam Alaouite. C'était en 1957 par feu le roi Mohamed V, en signe de reconnaissance pour son combat pour la cause marocaine. Il a joué un rôle important dans la négociation de l'indépendance. En tout cas, l'engagement de votre père, Hubert Védrine, de quelle manière il a été fondateur dans le parcours de l'homme que vous êtes devenu par la suite? Il y a une influence, c'est évident, mais comme pour tout le monde. Hein. Moi, j'ai été influencé par mon père, par Mitterrand, par Jean Lacouture, par d'autres gens, bien sûr, par rapport à ça. Donc ça m'a construit tel que j'étais. Mais c'est vrai que le souvenir de ce qu'avait dit Mohamed V devant le Conseil des ministres, mon père n'était pas du Maroc, hein. On n'est pas du Maroc. Tout ça, c'est pensé depuis Paris, en fait. Et il avait dit devant le Conseil des ministres, il y a 2 hommes en France. En fait, il y en a eu 30. Enfin, il avait dit 2, grâce auxquels l'indépendance s'était conquise dans la paix et l'amitié. C'est François Mauriac, publiquement, et Jean Védrine discrètement. Donc j'ai vécu avec ça. Donc j'étais imbibé par ça et j'ai passé des milliers d'heures de ma jeunesse et de ma vie à parler
avec des personnalités marocaines, des intellectuels, des dirigeants politiques, des gens comme tout le monde, c'est un de ça. Donc c'est ma seconde patrie. Peut-être encore plus que si j'étais né au Maroc. C'est très puissant. Cela dit, quand j'étais ministre, comme les Algériens connaissaient mes liens avec le Maroc, et que j'espère, moi, en tant que Français, qu'un jour, l'Algérie et le Maroc retrouveront les moyens de coopérer. Donc j'allais beaucoup voir Bouteflika, en fait, et je lui parlais de ça. Au début, il espérait lui-même faire bouger le régime algérien. Donc le fait d'avoir eu tellement d'amis intimes, familiaux, proches ou intellectuels, j'ai toujours eu une double lecture, enfin plusieurs lectures en même temps des événements mondiaux. Et ça m'a beaucoup aidé à ne pas aborder les questions du Proche-Orient dont vous parliez, mais d'autres questions, toutes les questions du monde, pas uniquement comme un occidental qui veut à tout prix que l'Occident continue à dominer le monde. Donc je suis plus complexe que ça. Donc cette imprégnation marocaine d'origine, par mon père et après, m'a beaucoup aidé, je crois. Merci Hubert Védrine d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation.